Bon allez, Bolchegeek, l'IA ne va pas nous remplacer, elle va nous exploiter. Notre nouveau manager sera un chat qui fait miaou 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 miaou. Travaille. Miaou 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 miaou. Ne va pas aux toilettes. Tu as 2 minutes pour te pisser dessus. Miaou 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 miaou. Voilà, ça c'est l'avenir. Donc on va voir ce qu'ils en disent quoi. Ils sont partout, dans nos smartphones, sur nos ordinateurs de travail, dans nos entrepôts, dans nos bureaux et jusqu'à notre domicile. Ils nous espionnent, pistent nos moindres faits et gestes et vont jusqu'à décider à notre place. L'avènement des outils numériques, algorithmiques et maintenant de l'IA générative amène de nouvelles inquiétudes concernant l'automatisation de nombreux métiers. Selon Statista, Et bien évidemment qu'ils vont être automatisés. C'est l'évolution de la technique en fait. C'est logique. On ne pourra pas arrêter le progrès technique. Malheureusement, il joue contre nous. Le progrès technique en matière d'IA, en matière d'algorithme, il joue contre nous. En fait, on n'a pas les moyens de pouvoir canaliser ces effets. Donc en fait, on en est juste les victimes. Oui, Alors, le danger est-il réel ou... Attends, fun fact, vous savez pourquoi Amazon a des délais de livraison si courts? Parce que leurs algorithmes sont des algorithmes prévisionnels de comportement d'achat. Ouais, je capte. Mais carrément, ça doit même être de la circulation de stock. Guruknak, genre en mode... Par exemple, il prévoit qu'en France, il va y avoir telle dynamique d'achat et tout. Et en fait, il transvase des stocks depuis des stocks plus importants, je sais pas moi, dans d'autres pays. Je sais pas exactement la taille des stocks et où est-ce qu'ils se trouvent. Mais du coup, il transvase comme ça en prévision. Parce qu'il y a toujours ce truc très classique sur Amazon de tu as les objets que tu peux acheter tout de suite et tu as ceux qui vont mettre 1 mois à venir depuis la Chine. Et en fait, comment dire, quand tu te retrouves à avoir un objet qui va mettre 1 mois à arriver, c'est que tu n'es pas prévu comme étant un acheteur comment dire, dans un comportement d'achat généralisé. Tu es à la marge en fait. Si le produit est disponible rapidement, c'est qu'on a anticipé que tu sois un consommateur de ce produit. C'est pas nouveau, mais bref, oui. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça soit automatisé. Que ça soit automatisé et que globalement, enfin, tout ça tourne sans que l'intervention humaine soit très présente. Voilà. Oui, parce que regardez, désolé, mais quelqu'un dont le métier avant, c'était d'analyser les comportements des consommateurs pour prévoir des stocks et le déplacement de ces stocks, c'était un métier redoutable. Imaginez à combien on paye ce gars. Combien on paye les gens qui font ça. À mon avis, c'est des cas sup très bien payés. Bah, leur métier va disparaître en fait. Parce que les algorithmes le font automatiquement. C'est juste de la donnée qui circule et tu sais, genre... En effet, la volonté de développer des outils de contrôle de la production ne date pas d'hier. Trouver des moyens de quantifier, optimiser, enregistrer, analyser, surveiller le travail a été un enjeu bien avant l'arrivée de l'informatique. Tiens, est-ce que tu aimes les tableurs Excel? Ah oui, les tableaux croisés dynamiques, les mises en forme conditionnelles. Moi, je trouve ça fascinant, mais ça me fait chier. Mais voir des gens qui savent le faire, je trouve ça fascinant. C'est toute ma vie. Eh bien, regarde-moi cette magnifique archive. Il s'agit d'une des premières tentatives attestées de mesurer et dûment enregistrer la productivité sur une unité de production. C'est un peu plus artisanal que... Mais là, c'est genre en mode le nom des ouvriers. Là, c'est leur j'imagine que c'est les heures qu'ils ont produit. Comment ça fonctionne? Quand il est marqué SIN, ça veut dire quoi? C'est qu'ils font une pause? Ils sont pas là? Prep, SIN. Les ouvriers, oui. Quoi? Oui, c'est les ouvriers, oui. Pas de ouvriers. Tu vas voir. Ah, c'est lié à l'esclavage. Ça y est, j'ai compris. Let them cook. C'est la rentabilité des esclaves dans les champs de coton, c'est ça? C'est pour ça que c'est absurde. Le fait qu'il y ait des chiffres remplis de 7h à 22h, parce que j'imagine que c'est l'heure. Ah non, c'est pas l'heure, ça. 27, 28, 25. Ah non, c'est leur numéro attribué. Je suis bête. Ah oui, ça c'est du management carré, rigoureux, mathématique. Mais par contre, c'est qui Wilson, Jenny et Green là dans la colonne de gauche? des esclaves. Putain, j'ai bien call. C'est pas du tout parce que j'ai un chat Twitch qui me spoil. Cette idéologie de hiérarchie raciale engendre une déshumanisation qui permet de réduire des gens à des données sur lesquelles on peut faire ce genre de calcul froid. Putain, ça veut dire qu'on est tous des esclaves de Babylone, putain! Quand est-ce qu'on se révolte? La victoire du Nord lors de la guerre de sécession met fin à l'esclavage, mais pas à ce genre de logique, qui change simplement de forme dans le Sud déjà. I ain't got time for your scheme and stack. Behind on my quota. Man, fuck your quota. Mais aussi parce que les industriels du Nord, ils aimeraient bien quand même avoir ce genre d'outils. Seulement, dans leur mode de production, c'est un peu plus compliqué. Dans l'industrie, les données étaient peu précises, car les travailleurs libres changeaient régulièrement d'emploi. Du coup, il faut les asservir. C'est la création des ouvriers spécialisés avec le Fordisme. C'est ça, non? Chaque ouvrier a sa tâche. C'est beaucoup plus simple d'avoir une traçabilité. Parce qu'en vrai, c'est pas seulement parce que c'est un modèle plus efficace en matière de production. C'est un modèle plus efficace en matière de surveillance. Est-ce que le Fordisme, c'est pas un peu déjà les prémices de la société de contrôle? Ça reste une société très disciplinaire, hein, l'usine. Mais maintenant, on enregistre de la donnée. Il y a moins quelqu'un qui te tape dessus parce qu'il n'apprécie pas la manière dont tu travailles. Maintenant,
maintenant, il peut être sûr de la manière dont tu travailles par rapport à des données. Pourquoi on précarise avec l'intérim alors? Parce que le travail vient à manquer. Nous sommes dans une forme d'automatisation de tout un tas de tâches. Donc le travail vient à manquer et ça permet de mettre les travailleurs dans une situation où ils se contentent d'avoir des missions et ils devraient dire merci pour ça. Alors qu'en soi, c'est un peu de la merde, c'est du lance-pierre. Et deuxième chose, parce que il n'y a plus besoin de le mettre dans une usine et dans un système disciplinaire pour s'assurer qu'il travaille. Vu qu'il est en train de courir après le travail parce que sinon il n'a pas d'argent, c'est lui qui est en demande de travail. Après, les ouvriers aussi étaient en demande de travail, mais c'était une question un peu plus, je dirais pas mineure, mais qui n'était pas pensée de la même manière qu'avec les sentiers de l'uberisation ou de l'intérim. Oui, déjà, il n'y a pas le temps de se syndiquer, ça permet de s'en prendre à la solidarité de classe et même à la conscientisation de classe. Parce qu'en fait, l'erreur des bourgeois capitalistes, l'erreur de départ, le ver dans le fruit, c'est d'avoir pensé l'usine, c'est d'avoir pensé le lieu de travail comme une somme d'ajustements idéaux, efficaces pour permettre une rentabilité maximale et une plus-value maximale. Mais le problème, c'est que leur premier réflexe, c'est de se dire on va tous les mettre au même endroit, ils vont vivre ensemble, ils vont chier dans le même chiotte, ils vont dormir dans la même rue, et tous ensemble, comme ça, ils seront juste à côté de leur usine. Carrément, on va mettre des speakers qui les réveillent le matin. Usine, allez à l'usine. Comme ça, ils vont tous à l'usine en même temps. Tu vois, tout est millimétré, comme une fourmilière. Mais le problème, c'est que si tu crées une fourmilière, tu crées la conscience que l'ouvrier est une fourmi et qu'il a un rapport de force avec le patronat. Et donc, le problème, c'est que tu as créé cette conscience-là. Ça a été le fruit, la pourriture dans le fruit du capitalisme de départ. Donc le capitalisme s'est ensuite adapté pour permettre de briser aussi cette conscience de classe, tu vois. Et aujourd'hui, ils ont des outils, notamment l'intérim, la grille des salaires, le fait qu'il y ait plusieurs strates, notamment l'uberisation et tout ça. Pourquoi on a de plus en plus d'intérim, de plus en plus de beurre et tout ça? C'est parce que le passage vers une société de contrôle, c'est aussi le processus où la bourgeoisie prend du recul. En fait, plus tu accumules du capital, plus tu disposes de moyens pour prendre du recul sur la réalité de ta production. Ça veut dire qu'on n'est plus à l'époque où le patron d'usine, il fait le tour avec sa petite canne, les mains dans le dos comme ça, dans les rangs de son usine, pour dire bonjour aux ouvriers, pour aller les engueuler et leur dire travaille mieux. Je veux dire, même à la fin un peu de ce capitalisme, le patron en général, il est même plus là. Il y a des contremaîtres et tout ça. Même ça, l'invention de la figure du contremaître, du maître d'ouvrage et tout ça, ça a été l'invention d'un intermédiaire pour permettre de sortir le patron, de sortir le capitaliste de cette relation dangereuse avec des ouvriers qui ont une certaine conscience de classe. Voilà. Mais il faut voir l'uberisation, l'intérim, tout ça, comme une manière aussi pour le capitaliste de prendre du recul sur les effets concrets de sa production, de son extraction de valeur dans une activité. Pourquoi? Parce que Uber, c'est juste une plateforme qui se contente de collecter de la donnée. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment la collecte, la transmission et la réception de données par l'interface numérique qui permet de créer cette distance nouvelle et surtout qui permet de créer une effigie. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ça veut dire que l'utilisateur de l'application ne s'adresse plus à un humain. Il s'adresse à une effigie. Si ça se passe pas pour lui, il jette son téléphone par terre, il pète un câble, il dit putain Uber c'est de la merde. Mais Uber c'est abstrait, Uber c'est personne. C'est pas un manager, c'est pas un contremaître, tu vois, c'est Uber. En fait, cette distance, elle est très très importante. C'est un verrou supplémentaire pour le capitaliste. Ça lui permet que cette colère chez la personne qui bosse pour Uber et qui se fait avoir, elle ne soit plus dirigée vers lui. Elle ne puisse plus l'être. Et voire même, elle soit incapable d'être dirigée véritablement contre Uber, puisque quel travail il faudrait faire pour essayer de savoir que celui qui t'a viré sur l'application, il bosse dans tel bureau, et en fait, il est sous les ordres d'un tel, et un tel sous les ordres du siège central qui se trouve à tel endroit. Je veux dire, la plupart des gens qui bossent pour Uber ne savent même pas où est le siège. Et même le siège existant n'est peut-être même pas le vrai siège. C'est peut-être même une vitrine. Donc en fait, voilà la situation. En fait, c'est une perte de traçabilité. L'outil numérique, le déploiement de l'uberisation permet une perte de traçabilité dans la responsabilité de la chaîne de production de valeur et d'extraction de valeur, parce que c'est toujours une plus-value, toujours une captation de valeur au sens d'exploitation, quoi. Enfin bref. En fait, les ouvriers, c'est chiant à gérer. Ils sont pas à toi, tu les loues juste à la journée. Oui, bon, tu les payes pour leur force de travail pour un temps déterminé. À l'époque, ils vont et viennent d'un boulot à l'autre, de la ville à la campagne. Bref. C'est un bordel.
Après, ça dépend le stade de l'industrialisation. Parce qu'au début, évidemment, c'est plein de gens qui viennent de la campagne, qui vont dans les bourses au travail, des trucs comme ça pour essayer de trouver du taf. Des fois, on les emploie pendant quelques jours à l'usine. Après, ils se mettent à bosser pour une plus petite entreprise, trucs comme ça. En Angleterre, ça s'est développé beaucoup plus rapidement parce qu'il y avait les working house. En gros, c'était des endroits qui étaient gérés par l'église à la base, où on mettait les vagabonds, les indigents, les putes, les homosexuels, tout ce qui se fait de pire dans le tissu social, on les met dans les working house. Alors c'est des protestants, des anglicans. Éducation religieuse obligatoire pour sauver leur âme et journée de travail obligatoire parce qu'il faut bien qu'ils payent eux-mêmes leur pitance. C'est-à-dire qu'on les loge pas gratuitement, on les loge pas gratuitement, on leur donne pas de la bouffe gratuitement, ils doivent gagner leur croûte. C'est un peu cette idée-là. Donc éducation religieuse, ils sont enfermés et ils bossent. Oui, c'est un peu des genres d'hospice. Mais il en parle, Foucault, dans Histoire de la folie. En fait, les gens, les ecclésiastiques, le personnel, le clergé se rend compte que c'est quand même sacrément rentable. Parce que les gens qui sont enfermés là, on les fait bosser de manière forcée pour qu'ils gagnent leur croûte, mais ils sont même pas capables de savoir que peut-être qu'ils bossent plus que ce que leur croûte gagne. Du coup, tu te mets à extraire de la valeur de ce travail, et c'est très intéressant. C'est très intéressant comme système. Et ils se mettent à se dire, putain, mais plus on a de gens, plus on extrait de la valeur, plus on est riche. C'est une capitalisation formidable. Donc en fait, les working house vont devenir un modèle qui va beaucoup plus vite inspirer les Anglais à proposer une industrie énorme. Enfin, énorme au sens de, il y a les usines, il y a les rues autour desquelles... limite, j'aimerais bien aller en Angleterre visiter les vieilles usines et tout, parce que j'ai envie de voir comment c'est construit. À mon avis, il y en a où c'est carrément des murailles. Enfin, genre la population habite dedans. Un peu comme les sites miniers dans le nord, mais d'une manière encore plus fermée, quoi. C'est limite les ouvriers, ils ont pas le droit de sortir, quoi. En France, on a eu une évolution différente. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la révolution des canuts et tout ça. On pourrait presque dire qu'en France, on a beaucoup plus connu la situation des gens qui vont vendre leur force de travail à la bourse de travail, une certaine forme de mercenariat, d'uberisation avant l'heure, en fait. Ça veut dire que tu vas à la bourse de travail, tu es, je sais pas moi, artisan, tu sais travailler le cuir. Bah, tu vas à la bourse du travail, est-ce qu'il y a un crieur qui dit « On a besoin de gens qui travaillent le cuir !» Et là, tu dis « Moi, je travaille le cuir, ok !» On te prend pour 2 semaines, voilà la commande. Et tu rentres chez toi, tu fais ta commande, et après soit tu retournes à la bourse du travail, soit on vient la chercher. Donc en fait, il y a beaucoup plus cette logique-là. Et du coup, nos crises, parce que c'est des ouvriers artisans, on appelle ça comme ça, nos crises sont beaucoup plus liées à la bascule de l'offre et de la demande. Ça veut dire que là où le modèle anglais fédère et enferme l'ouvrier dans sa condition d'ouvrier, même d'un point de vue disciplinaire, dans l'espace dans lequel il se trouve, le problème c'est que c'est beaucoup plus difficile de les virer. Parce qu'une fois que tu les as fait rentrer dans cette matrice-là, ils habitent là. Tu peux pas juste les exclure, en fait. Ils ont leur famille, ils sont installés, donc en fait, l'usine peut pas se décharger de son personnel quand la production baisse, quand la demande baisse. Alors qu'en France, ça a été beaucoup plus concret, et c'est pour ça qu'il y a eu la révolution des canuts, c'est que dès qu'il y a une baisse de la demande, dès qu'il y a des difficultés pour la production, en fait, il suffit qu'à la bourse du travail, il y ait plus beaucoup de boulot, et les canuts, ils se retrouvent à ne plus pouvoir bosser. Et c'est comme ça qu'ils font une révolution, en mode, bon bah, on est dans la merde, on veut du travail. Et c'est pour ça que le débat a été souvent axé sur ce truc de le droit au travail. Le droit au travail pour tous. Et après, il y a eu la réponse de... Comment il s'appelle là? Qui a dit le droit à la paresse. Qui a dit, mais pourquoi les ouvriers? Vous voulez du travail? La vérité, c'est que ce que vous voulez, c'est du temps. C'est le droit à la paresse. Et comment il s'appelle? Alors je l'ai lu. Je l'ai lu pour faire l'émission. Lafargue, voilà, Lafarge. Le petit neveu de Marx, je sais plus. Il est de la famille, quoi, je sais plus. Ou alors il est de la famille d'un autre, je sais plus. Pourquoi tu peux pas les exclure? En fait, quand tu prends un canut qui va à la bourse du travail pour essayer de trouver des commandes. Si jamais il y a personne qui lui offre des commandes, la responsabilité, il peut râler, mais il peut se plaindre que lui-même. Parce qu'il est en mode, putain, il n'y a pas de travail, je me suis levé trop tard, j'ai été à la bourse du travail, ça m'est passé sous le nez, c'est ma faute. Ça permet de diffuser la responsabilité, en fait. Alors que quand t'es dans une usine, et que d'un coup, t'as le contremaître qui se met sur une caisse et qui dit on est dans la merde, on va virer des gens. La colère, elle est directement sur le contremaître, voire même sur le patron. On va l'attraper, tu vois. Donc en fait, ce modèle-là permet une diffusion de la responsabilité. Mais pour l'Angleterre, ça n'a pas été un problème, parce que l'Angleterre, rappelle, pendant la période victorienne, c'était la première puissance, en fait. En fait, elle était juste en pleine croissance constante. Donc il y avait ce genre de problème, c'est pas beaucoup posé. Mais le problème de cette industrie de masse, c'est précisément le problème de quand ça va mal. C'est qu'une fois que tu familiarises l'ouvrier avec son lieu de travail, une fois que sa vie tourne autour de ça, tu ne peux pas le virer sans lui briser sa vie.
tous ses repères. Tu lui brises tous ses repères. Alors le pire, c'est les ouvriers qualifiés. Ah ouais, je les déteste. Ils ont un savoir-faire, des compétences manuelles spécifiques dont on a besoin, Et qu'on connaît pas, nous. On sait rien faire de nos 10 doigts. à part des tableurs. Bah non, même là, on paye des gens. Hein. Oui, c'est vrai. Non mais ça donne aux chaudronniers, aux charpentiers, aux tisserands, que sais-je, une sacrée liberté. Oui, c'est ça. Comment dire, une fois que t'as un savoir-faire, tu peux t'en sortir, quoi. Vraiment, c'est précieux. Ça me fait penser à Stigler. Le savoir-faire, c'est la déprolétarisation, il dit Stigler. C'est eux qui ont les connaissances nécessaires au bon fonctionnement de l'usine, c'est eux qui savent organiser la production, réparer les machines, former les nouveaux et tout ça. Ce qui leur donne de quoi négocier et une certaine autonomie. Nous, on sait même pas s'ils sont au max, comment augmenter les cadences, etc. Oui. Bref, c'est un véritable contre-pouvoir dans l'usine qu'il va falloir discipliner. Je sais pas si j'irai dans ce sens-là, parce que c'est déjà la société disciplinaire en soi. La société disciplinaire, elle fait fonctionner le monde comme une horloge. D'ailleurs, c'est lié à l'invention du réveil et de l'horloge. Hein. Elle fait fonctionner le monde comme ça. Les corps sont disciplinés. Telle heure, on se lève. Telle heure, on est devant l'usine. Telle heure, on est devant son poste de travail. Telle heure, y a quelqu'un qui siffle la pause. On mange. Telle heure, nanana. Telle heure, on finit. Telle heure, on rentre chez soi. En fait, c'est ça la société disciplinaire. C'est vraiment tout ça. Là, actuellement, l'évolution vers la société de contrôle, c'est que on n'a plus besoin de te surveiller pour vérifier si tu fais bien les choses à telle heure, si tu fais bien les choses à tel moment, et si tu es efficace. Maintenant, c'est ton problème. Et c'est une économie énorme. Parce que on n'est plus obligé de mettre un putain de surveillant derrière ton dos pour vérifier que tu fais bien les choses. Maintenant, si tu fais mal les choses, tu ne peux en vouloir qu'à toi-même. Si tu n'es pas discipliné, tu ne fais pas d'argent. Si tu es en retard, tu perds l'accès à l'application Uber. Tu perds l'accès à tel truc, etc. En fait, c'est ça la société de contrôle, c'est qu'elle produit une économie en te rendant responsable de tes propres moyens. Et pour s'en assurer, ce qu'elle se contente de faire, c'est collecter de la donnée et émettre de la donnée. C'est-à-dire qu'elle collecte de la donnée, à quelle fréquence tu arrives à faire une livraison avec ton vélo, Uber et tout ça. Elle collecte cette donnée et à partir de là, elle t'autorise ou non l'accès à cette application. Elle t'autorise ou non l'accès à ce travail. L'externalisation de la discipline. Bah en fait, elle propose une autodiscipline. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vous méfier. Quand vous voyez des trucs de dev perso en mode autodiscipline, sois le maître de toi-même, il faut que tu apprennes à faire ça, ça, ça. Évidemment que c'est très concret. Évidemment que c'est des gens qui vous donnent des outils pour vous adapter à ce monde qui vient. Vous allez être obligé d'être seul face à vous-même et de vous discipliner pour travailler. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'allez pas survivre en fait. Il y aura personne derrière vous pour vous taper. Ça sera beaucoup plus la jungle. Voilà, donc ces gens-là cherchent à vous donner des solutions. Mais ces gens-là, par contre, vous invitent à être des grosses carpettes. Et c'est pour ça que je les déteste, moi. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils se contentent de faire, c'est de dire apprends l'autodiscipline parce que comme ça tu seras un vrai mec. Et c'est comme ça que les vrais mecs arrivent à conquérir des meufs. Et vraiment le Graal pour un mec, c'est d'avoir plein de conquêtes. Si tu veux être un vrai mec, commence par ranger ta chambre. Nanana. En fait non. Moi je vous dirais, évidemment avec le monde qui vient, faites très attention à savoir avoir une autodiscipline. De toute façon vous n'avez pas le choix. On est dans cette saucisse, on est dans le capitalisme. Il y aura de plus en plus de boulot type Uber, intérim et tout ça. Vous allez de plus en plus, vous individuellement sur le chat, vous disciplinez vous-même pour pouvoir travailler. Il y aura plus quelqu'un derrière qui va vous fliquer. C'est le projet de la société de contrôle qui est en train d'avancer. Voilà. Donc ces gens-là peuvent avoir des solutions, mais ces gens-là vous aliènent complètement vis-à-vis des causes. Ils ne vous expliquent rien de tout ça. Tout ce qu'ils vous expliquent, c'est que si vous voulez devenir un vrai mec, vous voulez devenir une vraie personne, un Tchad ou je sais pas quoi, il faut fonctionner comme ça. Mais c'est juste des gens qui ont conscience qu'il y a une mise au pas de la société, mais qui sont incapables de l'analyser, qui sont incapables d'analyser en quoi c'est une évolution ou quoi que ce soit. Donc ces gens-là sont nuls. C'est juste du dev perso. Voilà pourquoi sur la chaîne de Moufette, je vous offre à la fois le dev perso et à la fois une analyse de pourquoi ça le devient en fait, tu vois. Comme dans Sévérance. Non, parce que dans Sévérance, on est encore beaucoup dans une forme de société disciplinaire. Le sujet de Sévérance, c'est pas la société de contrôle. Le sujet de Sévérance, c'est précisément cette question de est-ce qu'on déteste à tel point le travail qu'on serait capable de cliver notre personnalité. Et c'est intéressant parce qu'avant même que la série sorte, il y avait un sondage qui avait existé. 64% des gens disaient que si on leur proposait une option de ce type-là, ils la prendraient. C'est ça qui est intéressant avec cette série. C'est qu'en fait, elle te montre quelque chose d'horrible, mais en soi, si elle te l'avait pas montré et qu'on t'en avait parlé, tu l'aurais peut-être fait. C'est ça qui est intéressant avec Sévérance. C'est pour ça qu'elle a réussi son coup, cette série. L'aliénation, oui, c'est que les gens détestent tellement le travail et l'aspect disciplinaire de celui-ci, de mise au pas du corps, de l'horaire, de tout ça, que voilà. Par contre, c'est disciplinaire. Sévérance, c'est disciplinaire. Ça veut dire que tout est pensé pour montrer la société disciplinaire. C'est le costume, il doit être bien propre,
Les couloirs sont tu sais, il y a pas de fioriture, il y a rien pour te distraire, c'est vraiment un couloir blanc. Tu dois aller d'un point A à un point B, tu dois pas t'arrêter. À telle heure, tu finis le travail, etc. La société de contrôle, c'est pas ça. La société de contrôle, elle a beaucoup plus à voir avec le télétravail. Le télétravail, en fait, c'est juste une disposition où, t'as plus besoin d'aller au bureau. Tu peux te lever à l'heure que tu veux. T'es censé juste travailler. Tu fais une journée de travail. Et tout ce que vérifie ton patron, c'est est-ce que t'as bien rempli le quota de ce que tu devais faire aujourd'hui chez toi. Tu vois, donc en fait, toi, en tant qu'individu, t'es en mode let's go, j'ai plus de patron sur mon dos, c'est génial, nanana. Non. Maintenant, l'autodiscipline. Ça veut dire que si tu te foires, il y aura personne pour te sauver. C'est que de la donnée. Elle est collectée. Et si tu es un mauvais employé, à distance, tu seras juste renvoyé. C'est ce qui va se passer de plus en plus. Et c'est pour ça que c'est une évolution qui, moi, je trouve, est une des évolutions les plus dingues de la bourgeoisie, du capitalisme. C'est dingue, c'est redoutable. Parce que, en fait, ils nous ont tellement fait détester la dimension disciplinaire du travail que la deuxième vague qui nous propose, qui est le travail décentralisé dans une société de contrôle, ça nous fait tellement du bien de pouvoir rester chez nous, de nous faire un petit café, de pouvoir bosser en pyjama depuis un ordi, ça nous fait tellement du bien comme imaginaire que d'un coup on a l'impression de souffler. Alors que c'est une étape encore plus violente du capitalisme qui est en train de se dérouler. Encore plus violente. Peut-être que la société disciplinaire, elle était très difficile pour les corps, il faut se lever à telle heure, il faut aller dans les transports, la pause est à telle heure, putain j'ai pas fini de travailler, je vais peut-être faire des heures sup et tout ça. Là, dans la société disciplinaire, l'avantage, c'est que si t'avais un problème, tu pouvais râler contre un manager. Si t'as un problème avec un collègue, tu peux le régler directement en face à face. Si jamais il y a un truc qui te plaît pas, tu peux te mettre avec tes employés, tu peux faire un syndicat. Tu peux aller, t'as des revendications, tu peux directement aller devant le bureau du responsable et gueuler. Toutes ces possibilités-là disparaissent. Et c'est pour ça que la société de contrôle, c'est un step-up de malade pour le capitalisme. C'est un step-up de malade parce que la diffusion de la responsabilité, l'externalisation de la responsabilité, elle est totale. Maintenant, les humains vont s'autodiscipliner et si ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils seront juste oubliés. On va juste les déconnecter et on va les laisser pourrir dans la jungle. C'est juste ça. La société va se junglifier, de moins en moins de services publics, de plus en plus de sociétés privées qui te proposent de bosser à distance. Et si jamais tu n'arrives pas à t'autodiscipliner pour bosser à distance, rupture de connexion, tu te démerdes. Voilà le monde vers lequel on va. Désolé de vous déprimer, mais voilà. Alors, comment on fait? Imagine, tu es le Major Custer, tu montes ton empire commercial à la fin du 19e, t'as vu comment c'était géré dans les plantations et t'aimerais bien appliquer ces méthodes de contrôle et de mesure du secteur primaire au secondaire, c'est-à-dire au mode de production. Après, moi je suis bête parce que évidemment que l'apparition de l'industrialisation avec les carnets de rentabilité, les trucs, cahiers d'ouvriers et tout ça, évidemment que c'est une mutation qui vient de l'esclavagisme. Je suis trop bête, évidemment. Il faut jamais l'oublier, oui, c'est logique. C'est-à-dire que c'est les premiers à avoir traité la dimension d'ajustement des ressources humaines comme des numéros, comme des objets, comme des meubles. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à créer une manière de traiter de la donnée si froide, en fait. Mais pour s'autoriser à traiter de la donnée de manière si froide, il a fallu que ça commence par des esclaves. Et ensuite, ça a été des ouvriers. Mais c'est tout à fait logique, du coup. T'aurais des livres à conseiller sur cette question de société de contrôle côté taf? Non, parce que j'ai pas beaucoup le temps d'en lire en ce moment. Et je regrette parce que j'aimerais bien. C'est Deleuze et c'est seulement 4 pages. C'est 4 putains de pages dans un périodique où il a parlé de la société de contrôle et Deleuze se fout. Il a eu la vision de fou. Mais ça s'arrête là. Le problème, c'est que moi, je recherche des héritiers de ce concept qui ont permis de penser la société de contrôle de manière un peu plus... voilà. Et celui que j'ai trouvé et qui me plaît beaucoup en ce moment et que je continue de découvrir, c'est Bernard Stiegler. Bernard Stiegler, bien évidemment que ça se sent qu'il a une colonne vertébrale deleuzienne sur la question de la société de contrôle. Et Stiegler, là où il propose une dimension supplémentaire, c'est de prévoir l'automatisation. Ça, c'est pas un truc que Deleuze avait vu venir. Il aurait pas pu le voir venir de son époque. L'automatisation du processus de collecte de données. C'est-à-dire que Deleuze a vu la collecte de données arriver comme étant la norme suprême, mais pas l'automatisation parce que il était trop vieux, quoi. Il y avait pas encore les capacités techniques montraient pas leur tu vois. Tu lis quoi de Stiegler? Je lis pas Stiegler. Là, j'ai le temps de rien lire. Donc en fait, je lis pas Stiegler, j'écoute Stiegler. Il y a beaucoup d'émissions enregistrées avec Stiegler, donc j'écoute Stiegler. Et j'aime bien, ça me travaille, vraiment ça me travaille, j'aime bien. Hein. C'est tout. C'est un intellectuel, je l'écoute un quart d'heure. Il me crée des connexions, il me crée des évidences. Je dis bah oui, putain, mais c'est comme ça qu'il faut en parler, c'est vrai. Plus largement, c'est le fait d'imposer les machines modernes qui permettent de contraindre à des cadences régulières et quantifiables. La tâche est accomplie par cet intermédiaire mécanique quand c'est pas carrément toi qui es l'intermédiaire de la machine.
À qui il ne viendrait, mais alors jamais, des idées aussi saugrenues que faire grève. Et voilà, et attendez les gens, juste, est-ce que vous comprenez, quand je parle de tout ça, pourquoi je me méfie des ouvriéristes fétichistes? Parce que en fait, là, ce que j'essaye de vous dire, c'est, il y a eu le capitalisme, enfin, il y a eu le capitalisme, il y a toujours le capitalisme, mais c'est le capitalisme tardif, mais il y a eu le capitalisme au sens de l'industrialisation, les grandes industries et tout ça. Ok, mais il y a eu tellement d'évolutions depuis, que moi, je suis désolé, ceux qui baisent le sol en mode Marx est la figure incontournable et tout ça, vous avez raison, Marx c'est littéralement le sol sur lequel on marche. Mais moi je préfère voir quelqu'un qui s'épanouit et qui crée des nouvelles choses sur ce sol que quelqu'un qui passe son temps à le baiser pour montrer à quel point il est fidèle à la colonne vertébrale politique sur laquelle il s'assoit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, désolé, les ouvriéristes fétichistes, je leur fais pas confiance aujourd'hui. Parce que je vois qu'ils lisent le marxisme et ses différents prophètes comme quelque chose de très important qui décortique et tout ça, c'est très bien. Mais s'ils ne s'autorisent jamais à pouvoir ouvrir leur horizon sur d'autres manières de penser et de contextualiser tout ça, ça me fait peur en fait, parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui vivent pas avec leur temps. C'est juste des gens qui ont fait de Marx un fétiche et qui dansent autour du feu devant le totem de Marx, quoi. Désolé de dire ça, mais c'est pour ça, en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que en fait, Marx, c'est très important, mais en tant que militant politique, ça va être le sol sur lequel vous allez marcher. Une fois que le sol sur lequel vous allez marcher, il est construit, mais tout est à inventer, tout est à analyser. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est une base. Ça veut pas dire qu'il faut vous arrêter à ça. Moi, je fais confiance aux gens dont je sens que le marxisme est une bonne base, mais qui sont capables de faire fleurir des analyses, des nouvelles manières créatives de penser le monde et tout ça. C'est ça qui me rassure. C'est pas les gens qui me disent que Marx, c'est vraiment genre indépassable, tu vois. Marx est à exégétiser. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Pacom, il m'a offert un cadeau. Il a pensé à moi. Let's go! Alors déjà, oui, il y a son tome 2. Il m'a filé le tome 2 de L'Empire n'a jamais pris fin. Il m'a fait une dédicace où il m'a dessiné une tête coupée dedans. Regardez, elle est jolie. Il m'a fait une tête coupée. Voilà. Et il m'a offert un truc que j'ai très, très envie de lire. Parce que c'est quand même intéressant, ce truc de... Ah, tiens, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est pas Marx. Il y a quelqu'un qui l'a inventé avant. Du coup, il m'a offert ça. Union ouvrière de Flora Tristan. Ah, c'est très intéressant, ça. Tous les textes qu'elle a écrits pour les ouvriers quand elle est allée à Londres, là. Ah, je vais lire ça. En fait, ça va me permettre de voir que Flora Tristan a réussi à concevoir par elle-même avant que Marx et Engels le fassent. Et ça peut peut-être faire rager des marxistes un peu des fois, quoi. De se dire, ah merde, il y a une espèce de proto-anarchiste qui a pensé à des trucs avant lui. Bref. Non, en vrai, Flora Tristan, j'ai envie de lire. Ça m'a donné vraiment envie de lire. Ça a l'air trop bien. Ce que doit apprendre l'ouvrier, c'est actionner la machine, ce qui le rend plus aisément remplaçable. Le voilà détaché du processus de production. C'est l'aliénation, dont on avait déjà parlé pour celle des consommateurs avec l'avènement de la société de consommation, mais ici, directement chez le producteur. Aliénation, encore accentuée par une division toujours plus grande du travail, en petites tâches spécialisées et répétitives. Et donc là, ils sont en train de parler du taylorisme. Ils sont en train de parler, c'est tout début du XXe siècle, la division scientifique du travail. L'ouvrier ne va plus être quelqu'un qui est de A à Z sur le processus de production et qui comprend ce qu'il produit. Non, c'est juste un mec qui va visser un boulon. Comme dans le film de Charlie Chaplin. Là, tout le monde connaît ça. C'est pas l'aliénation. C'est pas la définition de l'aliénation. Mais l'aliénation, c'est d'être réduit à une seule et même tâche et de penser le travail plus par rapport à la structure qui le met en place, plutôt que par concrètement ce qu'est le travail. Pour moi, c'est ça l'aliénation. C'est l'aliénation à la structure du travail et non pas au travail lui-même. En fait, c'est très simple à comprendre. Si jamais votre métier, c'est de faire des meubles. Si vous êtes engagé dans le processus de A à Z, c'est vous qui allez couper l'arbre, c'est vous qui allez scier l'arbre, c'est vous qui allez polir la planche, c'est vous qui allez la vernir, c'est vous qui allez concevoir le meuble, c'est vous qui allez le monter, c'est vous qui allez le visser, c'est vous qui allez le peindre, c'est vous qui allez le vendre. Donc en fait, tout ce processus, voilà. Imaginez que maintenant, vous êtes juste celui qui visse le meuble. En fait, le travail perd beaucoup de son sens. Et donc, vous êtes beaucoup plus... En fait, quand vous pensez travail, vous pensez plus lieu de travail, pour qui je travaille, quels sont mes horaires de travail, comment je me comporte au travail, que le travail lui-même, qui a perdu de son sens. Et c'est ça l'aliénation, c'est vrai. En tout cas, c'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aliénation, quoi, vraiment. Et on perd le savoir. Oui, et c'est en fait l'effet le plus dangereux, et c'est Stigler qui en parle, c'est que
On perd le savoir. L'ouvrier ne devient plus celui qui est capable d'enseigner le processus de production de A à Z. Ça devient le patron, mais même pas le patron, ça devient le contremaître ou voilà, quelqu'un qui est qualifié pour ça. Et maintenant, l'ouvrier, en fait, là où il est précarisé, c'est que si jamais lui, il veut faire des meubles tout seul, il n'aura jamais appris à le faire. Tout ce qu'il aura appris à faire, c'est visser le meuble sur une chaîne de production. Mais il ne sait pas couper un arbre lui-même. Il ne sait pas le scier. Il ne sait pas le vernir. Il ne sait pas le peindre. Et le problème de cette perte de savoir-faire, c'est que du coup, si jamais il veut se démerder par lui-même, il peut pas le faire. Et c'est pour ça que Stigler dit le savoir-faire est une déprolétarisation. Pourquoi ? Parce que si vous êtes capable de faire un meuble de A à Z, vous êtes indépendant et vous n'êtes pas soumis au fait d'être employé sur une chaîne de production. Après, ça veut pas dire que faire des meubles fait que vous allez vous en sortir dans la vie, mais vous avez déjà les clés pour essayer de sortir du salariat. Vous comprenez ? Le savoir-faire est hyper important là-dessus. Et à notre époque, le savoir-faire, bien évidemment, bon, tu peux apprendre à faire un meuble toi-même, c'est très bien. Mais les savoir-faire, c'est aussi numérique. Les savoir-faire aussi sont numériques. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une chaîne de production de développement et que votre seule compétence, c'est de créer des props en 3D, et encore, seulement les props d'un niveau de jeu et seulement les props des végétaux, et vous ne faites rien d'autre sur la chaîne de production, vous ne savez pas faire de jeux vidéo. Alors que si vous apprenez à le faire et que vous allez faire du jeu vidéo indé et que vous savez faire un jeu vidéo de A à Z, d'un coup vous sortez de la prolétarisation. Vous êtes plus le putain de salarié d'Ubisoft. Vous êtes le mec qui a fait un jeu indé. Donc en fait, comment dire, cette situation, on peut la retrouver sur des tas de postes de travail. Tellement vrai dans le jeu vidéo, bah bien sûr. Mais est-ce qu'il y a déjà eu une époque où on les faisait tout eux-mêmes sans faire appel aux autres ? Mais tu crois, genre à l'époque où t'étais dans un village et il y avait un forgeron, où il y avait un meunier et un boulanger. Enfin, je veux dire, le boulanger, à la limite, il récolte pas le grain lui-même, mais une fois qu'il récolte la farine, il fait tout. Il fait littéralement tout. C'est juste que parfois, la chaîne de production se coupe par efficacité. Il y a déjà une forme d'efficacité. On sépare le travail du paysan de celui du meunier, de celui du boulanger. Mais c'est quand même un certain savoir-faire, putain, de savoir faire tourner un moulin, l'entretenir. Tu vois ? Maintenant, imagine ton moulin, il est divisé en 15 étapes différentes et le seul travail que tu fais dans le moulin, c'est juste actionner le levier pour moudre. Tu ne sais pas t'occuper d'un moulin. Si demain tu te retrouves seul à devoir gérer le moulin, tu ne sais pas comment l'entretenir, tu ne sais pas tu sais pas le réparer et tu ne sais pas faire les autres processus de production. Donc oui, voilà, à l'époque, les savoir-faire étaient indépendants. Imagine ton moulin va trop vite. Bah après, il y a Don Quichotte qui va venir, quoi. Les gens qui pensent que faire un clou ou un fer à cheval, c'est pas compliqué. Bah oui, pendant la féodalité, on a déjà des formes de séparation par efficacité du travail, mais la plupart des savoir-faire sont des savoir-faire plutôt complets. Les savoir-faire se mettent à être partitionnés à partir du capitalisme et à partir des chaînes de production dans les usines. Mais à la base, le savoir-faire, ça va, il est plutôt complet, quoi. On peut même partir du principe que l'essor du capitalisme est toujours lié à cette découpe du travail. Parce qu'au final, dans les premières municipalités du Moyen-Âge, où les bourgeois avaient un certain pouvoir, c'était notamment les entreprises textiles, et où s'est développée la relation de l'ouvrier artisan. Il y a une certaine tâche allouée. Par exemple, il y a le teinturier, il y a le mec qui file, il y a le mec qui a une machine pour rassembler les fils, il y a le mec qui brode, etc., etc. En fait, toutes ces compétences se mettent à se détacher par efficacité dans les villes textiles, qui sont les premières villes d'essor bourgeoises. Notamment d'essor bourgeoises parce qu'elles obtiennent le droit d'être une municipalité et donc de ne pas seulement dépendre de la noblesse, mais d'avoir leurs propres représentants bourgeois. Enfin voilà. Donc oui, en fait, la division du travail a toujours été liée à l'essor du capitalisme. Car la technologie, c'est pas juste des bidules, ce sont des outils d'ingénierie sociale. Ces grands principes, ils sont arrivés avec la prétention à une organisation du travail scientifique. Et vous êtes pas contre la science quand même ? Mais quoi ? Vous aimez pas le progrès ? Et vous savez pas qu'on l'arrête pas ? Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. En gros, là, ce qu'il est en train de dire, je traduis. Macron, il est en train de dire, oh là là, les gens se plaignent d'être juste des salariés et de plus avoir de savoir-faire. Je ne veux pas revenir à un modèle féodal, comme les Amish, où les gens, ils roulent en carriole, et certes, ils ont un certain savoir-faire, mais du point de vue économique, ils produisent rien. Ils n'ont aucune importance dans le grand circuit de l'économie mondialisée. C'est ce qu'il est en train de dire, quoi. Oui, il n'y a pas d'alternative, bah oui. L'ouvrier moyen croit qu'il est dans son intérêt et celui de ses camarades de travailler lentement, au lieu de travailler rapidement. Donc ça, c'est la justification pour laquelle ils ont divisé le travail. Hein. Et la justification morale, ce sont des fainéants. On doit les discipliner. Au lieu de produire au cours de la journée ce qui est humainement possible. Plus personne qui moufte, tout le monde devient interchangeable et remplaçable. Bah oui. Comme des pièces de bagnole. En fait, vu que le travail a peu de valeur en termes de savoir-faire, ça fait perdre énormément de valeur à l'ouvrier lui-même. Si votre métier, c'est juste de visser un boulon, tout le monde peut le faire. Et c'est pour ça qu'on peut se mettre à employer des enfants. Après, ça apparaît pas avec le taylorisme, hein.
Mais dans l'idée, en fait, Taylor, il uniformise ce processus. Mais le fait d'avoir déjà séparé en plusieurs étapes le travail permettait à des enfants de le faire, en fait. La grande idée de Taylor, c'est d'interposer un discours faussement scientifique entre les ouvriers et leurs patrons pour faire croire aux travailleurs que leur attitude est déraisonnable. Il y a peut-être moyen de faire travailler des singes, mais tu penses qu'ils y ont pas pensé? Il y a des labos où on les a fait cliquer sur plein de trucs sur des écrans. Tu penses pas qu'ils se disent, hein? On demande juste à un singe d'appuyer sur des trucs. Nous avons accompli le miracle du progrès technique. Émanciper l'humain du labeur. Bien sûr que non, sale communiste de merde. Non, maintenant, on peut bien mesurer, chronométrer, analyser, quantifier, calculer, noter, archiver, optimiser, rentabiliser l'activité humaine. Ah oui, parce que, regardez, si je vais voir le mec qui fabrique un meuble de A à Z, je lui ai fait une commande. 3 jours plus tard, je reviens le voir et je lui dis, putain, mais il est où mon meuble? Tu l'as toujours pas fait? Et là, il me répond, ah ben non, mais tu te rends pas compte, là, j'ai été acheter du bois, là, je l'ai scié, là, je suis à l'étape du vernissage. Ton meuble, j'ai déjà fait le plan, maintenant il faut que je l'assemble et que je le visse et que je le peigne. Et toi tu te dis, ah bon bah, il a sûrement raison. Genre, peut-être c'est un fainéant, peut-être pas. Peut-être que c'est moi le connard qui vient lui demander au bout de 3 jours si son truc est fini. En fait, je ne peux pas le savoir puisque je ne peux pas comprendre le savoir-faire qui lui permet de faire ça et donc la temporalité qui lui permet de faire un meuble. Donc en fait, je n'ai pas un certain pouvoir sur la discipline que je peux lui appliquer pour qu'il fasse le meuble dans le temps le plus réduit possible pour moi, tu vois. Par contre, si j'ai une chaîne d'ouvriers et qu'ils ont tous une tâche bien précise, mais c'est hyper simple. Si le mec il vise pas le boulon assez vite, je le vois. C'est hyper compréhensible pour moi, c'est pas compliqué, tu vois. Si le mec il donne des coups de pinceau pour peindre et qu'il va pas assez vite, je le vois. Parce que le mec c'est sa seule tâche. Donc ça permet un contrôle de fou, tu vois. Évidemment, quand on dit scientifique. Scientifique! En fait, on veut dire pseudo-scientifique. Et surtout, d'un utilitarisme déshumanisant. Les méthodes de Taylor vont bousiller des générations à venir d'ouvriers. Ah bah oui. En les traitant comme des chiffres dans des tableurs, pas différemment du bétail de somme. Surtout, c'est abrutissant. C'est de la bêtise organisée. Quand tu produis une société où les gens n'attendent rien du travail, si ce n'est gagner leur croûte et faire un truc qui n'a absolument pas de sens, c'est une tâche compartimentée au milieu d'autres tâches et t'as même plus conscience de l'utilité même de la tâche que t'accomplis dans l'ensemble de la chaîne de production, tu deviens un abruti. Malheureusement, à tes dépens, c'est triste, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on te vend? Du spectacle pour abrutis. Du coup, on va te faire la télé avec des émissions à la con. Gagnez 2000 € si vous répondez. Est-ce que le cheval blanc d'Henri IV est blanc ou noir? En fait, moi je trouve que une des mesures de l'abrutissement de la société, c'est les fameuses questions dans les jeux télévisés pour les spectateurs. Est-ce que la pistache est verte ou marron? En fait, les gens sont tellement cons, on se dit vas-y, on leur donne une question comme ça. Et comme on n'arrête pas le progrès, on va sans cesse perfectionner tout ça avec des nouvelles méthodes et de nouveaux outils. Au début du XXe siècle, le célèbre mania des affaires, Henry Ford, va encore rationaliser un peu tout ça par la standardisation de ses usines, notamment via les chaînes de montage qui augmentent encore la productivité. Mais il va peaufiner ça en ajoutant des avantages pour ses ouvriers, comme le salaire minimum garanti journalier à 5 $, oui, qui peut évoluer selon la productivité, soit 2 fois le salaire moyen de l'époque. C'est ça, c'est qu'en fait la contrepartie de cette aliénation au travail, c'est que vous allez être mieux payé puisque la production augmente, puisque vous êtes juste à visser des boulons et que du coup vous êtes beaucoup plus rapide sur la chaîne de production que si vous aviez à faire tout le meuble. Donc en fait, ça va permettre une augmentation des salaires et ça va permettre l'émergence de ce qu'on concrètement on va appeler la classe moyenne. La classe moyenne, c'est celle à qui on donne un meilleur salaire parce qu'elle le paye vis-à-vis de l'aliénation de son travail et du coup, on va les rendre heureux en faisant d'eux des consommateurs capables. Ça veut dire que, ok, ils se tuent à la tâche à visser des boulons et ça n'a absolument aucun sens dans leur vie, mais ils peuvent s'acheter une voiture, ils peuvent s'acheter un four, ils peuvent s'acheter un micro-ondes de dernier cri, ils peuvent acheter à leur femme le dernier aspirateur pour nettoyer la maison, ils peuvent acheter un chien, etc., etc., etc. Jusqu'à la crise de production. Bah en fait, oui, la constitution de cette classe moyenne se casse la gueule. En fait, c'est parce que la classe moyenne est très fragile, puisqu'elle dépend de ce mode de production et de sa réussite, qu'on peut même partir du principe que la classe moyenne est une classe qui n'existe que pour finir par ne plus exister. Et c'est ce qui se passe. En fait, on est dans un processus de crise où la classe moyenne dégringole. Et donc, il y a soit ceux de la classe moyenne qui arrivent à s'en sortir pour arriver dans une petite élite, qui arrivent à se maintenir dans la petite bourgeoisie, c'est les survivants. Et après, il y a la classe moyenne qui se casse la gueule. Et donc, en fait, là, on est dans un processus de reprolétarisation où cette classe moyenne à qui on proposait
en échange d'un travail aliénant, de pouvoir être un consommateur heureux, bah même cette promesse-là, elle est plus réussie aujourd'hui. Et la manière qu'ils ont de s'en sortir, c'est la déresponsabilisation, c'est l'uberisation, c'est la société de contrôle, c'est la porte de sortie du capitalisme. C'est que dans cette frustration de la classe moyenne qui est en train de s'écrouler, et aussi des prolétaires qui crèvent la dalle, mais sauf que les prolétaires qui crèvent la dalle, ils ont moins la sensation de dégringoler que la classe moyenne qui crève la dalle. C'est pas pareil, c'est pas la même chute, vous comprenez? Donc c'est pas la même conscience en fait. Et leur manière de pouvoir supporter le phénomène, c'est proposer une mise à distance par la société de contrôle, et surtout proposer une nouvelle manière de considérer les individus politiquement. En fait, il faut leur donner l'impression qu'on se soucie d'eux. Il faut leur donner l'impression que non, la société ne va pas devenir une jungle où tu vas être livré à toi-même et si t'as pas d'autodiscipline, tu vas être une merde. Non. Maintenant, on va leur proposer de faire partie d'un grand corps qu'on appelle la nation et qu'on appelle peut-être même les blancs, les caucasiens, face à l'ennemi de l'extérieur. Et vous êtes sous le drapeau, vous chantez la Marseillaise. Waouh! Vous faites partie d'une équipe. Vous êtes dans une équipe. Ne vous posez plus de questions. Vous êtes la France. Vous êtes français. Et désigner des boucs émissaires, oui. C'est une manière de plus d'essayer de masquer le rapport de classe, bien sûr. Évidemment, il avait compris que son intérêt était d'avoir des ouvriers loyaux et reconnaissants, pas à moitié crevés et dont la force de travail était correctement renouvelée. Ainsi, en prenant en charge des avantages en nature, comme le logement, les infrastructures, les services, en faisant de ses employés un nouveau marché grâce à un pouvoir d'achat susceptible de leur permettre d'acheter ses produits, il étend son contrôle à leur vie entière, de l'usine à la maison, du berceau au cercueil. Et je rajoute juste, en fait, là actuellement, ce qui se passe vis-à-vis du capitalisme, c'est que il faut continuer de maintenir cette illusion que vous êtes des consommateurs heureux. Mais pour maintenir cette illusion, il va falloir faire des économies puisqu'on est en crise. Et les économies sont faites sur la qualité du produit. C'est pour ça que quand aujourd'hui vous avez Shein ou Temu ou des conneries comme ça, c'est fait aussi pour que vous continuiez d'avoir la sensation de pouvoir vous permettre d'acheter tout à moindre coût, en faisant des économies parce que c'est pas cher, sauf que c'est des conneries que vous allez jeter au bout de 3 jours parce que c'est de la merde. En fait, il faut maintenir cette illusion. Elle est très importante. Il faut pas que vous ayez l'impression que d'un coup vous pouvez plus du tout consommer. Le pouvoir d'achat a complètement disparu. Donc pour maintenir cette illusion, on attaque la qualité du produit. Et c'est pour ça que les vêtements sont de plus en plus merdiques, les produits ménagers sont merdiques. C'est pour ça que tout devient un peu merdique, tu vois. Il y a une merdification du produit même, produit de consommation même. Parce que c'est une manière de maintenir le plus important qui est la sensation de pouvoir continuer à consommer. C'est ça le plus important, c'est cette sensation-là, tu vois. D'avoir un minimum de pouvoir d'achat. L'administration, ça a commencé tôt, avec l'écriture. Oui, mais là, tu fais un bond temporel de fou. Il y a des stades quand même. Par exemple, sous Napoléon, il y a une architecture d'administration qui se met en place qu'on n'avait jamais vue auparavant et qui, à la base, était plutôt la chasse gardée des ecclésiastiques, parce que c'est eux qui sont au local et c'est eux qui peuvent conscrire qui s'est marié, qui a fait un enfant, qui a divorcé, quoique le divorce n'existait même pas, je suis bête. Ça a été inventé à la Révolution. Donc oui, globalement, qui est mort, tous ces registres-là, c'est l'Église. Et puis après, Foucault, il parle aussi de la peste noire. La peste noire, ça a été un moment de déploiement de l'administration redoutable. Pourquoi ? Parce que on devait créer l'administration de manière impérative, parce qu'on avait absolument besoin de savoir qui résidait dans chaque maison. Est-ce qu'il y avait des gens malades ou pas ? Est-ce qu'on condamne la maison ? Est-ce qu'il y a des morts dedans ? Depuis combien de temps on a eu des nouvelles ou pas de ces gens ? Etc., etc. La manière de gérer l'épidémie a été énormément lié à la manière de déployer une architecture d'administration. Le pass sanitaire du Covid, bah oui, c'est un peu le prolongement de ça, tu vois. Mais du coup, oui. Mais par exemple, il me semble que toute l'idée de, ne serait-ce que par exemple, nommer une rue, numéroter une maison et créer un registre où on sait qui habite dans la maison, il me semble que ça date de la peste noire. Parce qu'avant, on n'avait aucune utilité de le faire. On s'en battait les couilles, c'est des gens du village. Je veux dire, ils sont là, ils passent dans la rue, on les croise. Mais savoir exactement à quelle maison ils habitent et combien de membres composent la famille, on s'en branle un peu. Ça devient impératif quand il y a une épidémie et qu'on doit absolument savoir qui réside à tel endroit ou pas, et qui est malade ou pas. Oui, voilà, ça s'est fait par étapes. En fait, l'administration s'est constituée selon les besoins des gens qui étaient au pouvoir. Donc non, en fait, cette idée de dire l'administration, ça date de l'écriture, c'est con. L'administration, bien évidemment qu'il y a des formes d'administration qui sont apparues avec l'écriture parce qu'elles étaient nécessaires. Mais il y a des tas de choses aujourd'hui qui sont de l'administration qui n'étaient pas du tout nécessaires à l'époque et qui le sont devenus avec le temps. Ce modèle va donner son nom, certes, au fameux Fordisme, mais aussi à une affliction qu'on appelle à l'époque la Fordite. Un stress, un épuisement et une perte de sens apparus avec ce modèle. Rappel Severance,
en fait, il y a un élément qui doit vous mettre sur la piste de... On ne parle pas d'une société moderne au sens de la société de contrôle, mais plutôt d'une société disciplinaire. C'est qu'ils ont fait exprès de mettre des références à des années 70, 90, 80 et tout. Les machines, c'est des Minitel. En fait, c'est un mélange d'époques. Mais ils ont choisi plutôt de se baser sur une époque ancienne. Et c'est précisément parce qu'ils veulent parler d'une société disciplinaire. Enfin bon, ils l'ont peut-être pas conceptualisé comme ça. Mais en fait, c'est un monde qui appartient beaucoup plus au bureau de ces années-là. Ça existe encore aujourd'hui, bien sûr. Mais au final, même les gens qui vont travailler à la défense, il y en a de plus en plus qui sont en télétravail, par exemple. Donc en fait, on est déjà dans une évolution où les gens sortent des bureaux pour continuer de travailler depuis chez eux sur leur ordi. Ça évolue. Et dans les années 70, ces logiques vont connaître une véritable révolution. Grâce à une nouvelle technologie venue de nos génies de la Silicon Valley. L'invention du microprocesseur et l'informatisation du travail. Notre génération et la précédente ont littéralement vécu cette révolution qui a entraîné la disparition de rangées entières de casiers contenant des documents d'entreprise. Oui. Pour les voir réduits à un simple disque dur. Parce que c'est bien beau, hein, les tableaux rédigés sur une feuille de papier ou noter l'arrivée et le départ des ouvriers, mais le monde... Ça devait être chiant à faire. En fait, je sais pas comment ça se passait, mais j'imagine, il y a les entrées d'usine et il y a plein de gens avec des calepins comme ça, là. Et ils regardent comme ça. Oh, il y a un tel, là. Il y a Burgeot. Burgeot, il vient d'arriver. Burgeot arrivé telle heure. Ah, il y a Gontran, là. Gontran est arrivé. Gontran arrivé telle heure. Ça devait être comme ça. Mais ça devait être une armée de scribes, hein, genre. Ou alors, ils pointaient. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ils sont mis à pointer et c'était un peu plus simple. Et comme ça, le scribe, il arrive et juste, il note ceux qui ont pointé ou pas, tu vois. Rendez-vous compte du gain de productivité considérable, de la rationalisation de l'organisation, de la fluidification de la production. Et ah oui, c'est ça. L'industrialisation des services, c'est que, regardez, maintenant, aujourd'hui, une agence de femmes de ménage, elle fonctionne pareil. Ça veut dire que, je veux dire, la femme de ménage, elle est dans sa bagnole, on lui dit va à tel endroit, tu dois t'occuper de telle maison. Elle pointe sur son téléphone. Elle pointe, elle montre à quelle heure elle est arrivée, à quelle heure elle ressort. Voire même la donnée, elle est émise par la personne qui a reçu le service. Et la manière dont l'architecture, la hiérarchie au sein de cette entreprise de service se constitue, se met de plus en plus à ressembler à une usine. Et voire même à passer à une société de contrôle. Peut-être que c'est même l'étape suivante, c'est que la femme de ménage, elle a juste une appli qui s'appelle Ménage Cool, et elle s'inscrit sur Ménage Cool, et elle voit des missions, et elle clique dessus, et elle y va, etc. Et elle rentre dans une autodiscipline. Et dans ce cas-là, on est dans un processus encore plus tardif qui est celui vraiment du contrôle, tu vois. Mais en fait, l'industrialisation de tout secteur d'activité, c'est ça. C'est que tous les secteurs d'activité, même ceux du service à la personne, sont devenus des secteurs qui fonctionnent avec des objectifs de rentabilité, de pointage, semblables à une usine. Mais maintenant, avec le numérique, tout peut prendre cette forme. désormais, tous les collaborateurs de la société Cruster, qu'ils soient dans une entreprise à l'autre bout du monde ou chez eux en slip, peuvent être surveillés à chaque seconde par des programmes, et ce sur l'intégralité de la chaîne de distribution. Des champs de blé à la chaîne de montage, en passant par la distribution, où le scan des colis et les traceurs GPS permettent de contrôler les déplacements de nos salariés, la spécialité d'Amazon. On peut optimiser automatiquement tout le processus. Les cadences, les temps de trajet, les temps de pause, jusqu'au bout de la chaîne, jusque dans nos magasins de grande distribution, avec les caisses enregistreuses. T'as déjà ça dans les hôpitaux aussi, où t'as un temps limite pour les toilettes, le ménage. Ma mère était aide-soignante, ça la rendait folle. Faire une douche à quelqu'un en 5 minutes, c'était de la maltraitance, bien sûr. Mais il y a même une stratégie encore plus perverse. C'est que les gens qui t'emploient savent que tu ne pourras pas faire la douche à quelqu'un en 5 minutes. Ils le savent. Et pourquoi ils le savent? Parce qu'ils savent que ta daronne, elle fait du soin à la personne, elle se respecte, donc elle est capable de grignoter un peu sur son temps pour en faire plus. Sur une dimension humaine. Tu sais, moi je suis pas un monstre. Moi je m'occupe des êtres humains, je m'en occupe bien. Mais c'est parfait pour le capitaliste. C'est génial. Il te force à faire des heures sups de ton plein gré. Tu sais, il t'appelle pas en te disant « Ah, je suis désolé, je t'ai mis un agenda et putain, tu vas pas pouvoir tout faire à temps, en fait, je me suis trompé. » Non, il le sait que tu pourras pas tout faire à temps. Il le sait. C'est une manière de te forcer à faire des heures sup. Dans un secteur comme le soin à la personne, ils savent qu'il y a l'empathie qui joue. Et l'empathie te fait faire des heures sup gratuitement. Oui, t'inquiète pas, c'est tout à fait réfléchi. Oui. Mais tout ça, c'est déjà ringard, car désormais nous avons atteint la forme finale des outils de surveillance et de contrôle, l'IA.
l'intelligence artificielle. Voilà, et là on arrive au stade final. À quelle sauce on va être mangé maintenant par les algorithmes, quoi. Maintenant que je vous ai tout... En vrai, je vous ai fait un cours, hein. On a parlé de l'origine du capitalisme, de la division du travail, de l'industrialisation, du taylorisme, de l'apparition de la classe moyenne. On parle de société de contrôle, l'uberisation. Maintenant, c'est l'IA. À quelle sauce on va être mangé? On a fait le tour, hein. Je sais vraiment. Ça va, on savait déjà. Pardon. Mais il y a des gens, ils savent pas. C'est pour ça que je le dis. Citizens will be on their best behavior because we're constantly recording and reporting everything that's going on. Voilà ce que je vous dis, l'autodiscipline. Les citoyens vont adopter les meilleurs comportements. Mais les gens, ils veulent ça? Mais carrément! D'autant plus que c'est présenté comme si tout ça était une révolution majeure. Oui, car ils seront libres de faire des erreurs. Libres d'être eux-mêmes dans la merde. Ça sera leur responsabilité. Les individus seront libres désormais. C'est souvent qu'une continuité des technologies déjà existantes, mais savamment rebrandées. Mais par exemple, maintenant on se contente plus de juste traquer nos employés et enregistrer leurs écrans. On peut maintenant analyser jusqu'à leurs échanges avec nos clients, les silences, la tonalité de... Oh, quel enfer. Moi, en vrai, des fois, je m'énerve sur des gens des standards téléphoniques, parce que bon, voilà. Mais j'ai tellement de peine, ça se voit que c'est des gens, ça y est, ils sont automatisés, quoi. Et tu leur fais du mal quand t'es méchant avec eux. Et en même temps, bah, toi, en tant que consommateur d'un service, t'as pas d'autre relais, quoi. Je veux dire, des fois, quand t'es sur un standard SFR et que t'as envie de leur gueuler dessus, parce qu'ils te font traîner et qu'ils te rajoutent des frais, des trucs comme ça. Ah oui, mais malheureusement, là aussi, il y a une diffusion de la responsabilité. Le fait que ça soit ce mec-là qui te réponde au téléphone et qui est déprimé, que tu lui gueules dessus, c'est aussi une manière de... Tu vois? Bref. Genre les gauchistes qui critiquent les policiers, mais quel rapport? Non, là pour le coup, ça n'a pas de rapport, parce que c'est un policier qui a tué Naël. Hein. Les policiers sont désormais policiers, juges et bourreaux. De plus en plus, ça devient Judge Dredd, quoi. Donc non, en fait, quand tu gueules contre un flic, non, tu gueules pas tant que ça. Enfin, c'est beaucoup moins une simple relation de c'est un intermédiaire, il reçoit des ordres et il y peut rien. Je veux dire, quand il y a un fou du bus qui prend un LBD pour tirer dans la foule et qui crève un œil, il a pas forcément reçu l'ordre. Par contre, il va être protégé par sa hiérarchie. Donc non, on peut pas l'analyser de la même manière. Même si, effectivement, il y a ça. Ça reste une chaîne de commandement avec des ordres du préfet et ensuite des ordres de ton supérieur. Et après, t'es juste dans une rangée de CRS et t'avances, quoi. Ok, mais ils ont quand même une certaine autonomie dans les dingueries qu'ils font. Donc non, moi, j'entrerai pas dans la même analyse pour les policiers, désolé. Oui, et par contre, oui, non, attends. Parce que le problème, c'est pas tant les flics que la police. Oui, après, des fois, c'est le flic lui-même. Hein. Désolé. C'est aussi ce qu'être flic fait aux flics. Sa mentalité, son racisme et tout. Mais je suis d'accord, c'est la police. Moi, il y a longtemps, j'avais interviewé, c'est une BD que j'avais encore sur mon ancien compte Instagram, j'avais interviewé un ancien gendarme démissionnaire. Un mec qui avait pété un câble contre et qui avait failli tuer son supérieur hiérarchique. Voilà, il l'avait pas fait, mais il y avait eu une altercation en mode avec son arme de service. Il a failli tirer sur son supérieur parce qu'il était à bout. Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans les bonnes grâces de ce supérieur hiérarchique qui lui faisait vivre la misère. Et parce que globalement, les flics sont eux aussi notés sur des tableaux Excel comme des connards. Et globalement, s'ils sont pas potes avec la hiérarchie, bah ils vont jamais évoluer, tu vois. Ils vont jamais évoluer parce qu'on les note un peu au faciès. Donc en fait, dans le corps de la police, il y a aussi une injonction à être cool. Non, c'était pas un flic arabe. C'est un mec de campagne, une grande perche de campagne. Un mec sympa, tu vois, un peu un chouffin mental. Mais c'était à l'époque où j'habitais à Amiens. Donc c'était un Amiénois. Et d'ailleurs, après on a été boire un verre et je pense qu'il voulait canner avec moi, mais bon, ça c'est autre chose. Selon une étude de l'OCDE en 2025, 79% des entreprises européennes auraient recours à au moins un outil de management algorithmique. Si ça, c'est pas la preuve que la surveillance, c'est un métier porteur. Oh mais attendez, vous vous souvenez de la pub d'Apple pour la sortie du premier Macintosh? On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. C'est terrifiant. Bah, un petit peu quand même du coup, hein. Alors, on sait pas si... Ils savaient très bien ce qu'ils font. On va vraiment vivre dans une dystopie où les IA nous auront remplacés, mais ça a déjà des conséquences. Oh, après, mon rêve qu'il y ait des droïdes qui viennent nous arrêter quand on fume du shit, et comme ça, on se bagarre avec des machines. Oh, trop bien. Les jeunes, dans 30 ans, ils seront en mode « Nique ta mère, le droïde! Je te baise !» C'est incroyable. Et ils auront des petites bouteilles d'eau. Comme ça, quand ils se font embêter par la police, ils balancent de la flotte sur le droïde. Et il fait... Alerte, alerte. Ça sera ça. Les IA génératifs permettent par exemple d'automatiser des tâches créatives pour lesquelles ce n'était pas encore possible. Moi, je suis sûr, ça sera incroyable. Il y aura des droïdes. Carrément, il y a des gens, ils leur mettront des tasseurs électriques dans le dos. Et le droïde, il sera en mode je plane.
Il y aura des snaps en mode regardez, on a fait planer le droïde. Et le droïde il sera en mode je plane les mecs. Bon, pardon. Car, encore une fois, ce progrès repose sur le vol du travail des humains qu'il va remplacer. Il t'embrasse. On prend des savoir-faire qui ont demandé des années d'apprentissage dans des milieux aussi variés que le doublage, l'illustration, le graphisme et même le journalisme et on les passe sous notre contrôle. Ah mais du coup, on peut aussi remplacer Denis Robert. Oui, d'ailleurs, il serait... En fait, moi je pense que ça c'est un très bon argument maintenant pour les gens de gauche quand ils vont sur des plateaux télé. Parce qu'ils sont tous là comme des coqs en pâte dans leurs petits costumes en mode comment on va la voir ce militant et les filles je suce mon patron tous les soirs. Ils sont tous comme ça, là, les crétins, là. Que les médias, c'est devenu un truc de crétin. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas leur dire, mais vous pensez que vous allez être là encore dans 15 ans? Vous pensez pas qu'on va automatiser aussi les médias? Vous pensez qu'il y aura un présentateur? Quand on pourra se contenter d'avoir un robot qui fait votre travail 10 fois plus rapidement pour présenter des news? Il faut les faire flipper un peu, les médias. Moi, je pense qu'on peut les faire flipper avec ça. On peut peut-être commencer... peut-être qu'ils vont se dire « Ah, la gauche... Je pense qu'ils s'en foutent un peu, ils iront ailleurs grâce à papa. » Bah, ils iront pas tous ailleurs. Mais peut-être que les têtes d'affiche, oui. De toute façon, si elles sont déjà là, c'est qu'il y a un papa derrière. Ouais, c'est... Vous pensiez que l'automatisation allait s'occuper des travaux pénibles afin de libérer du temps pour les activités plus émancipatrices? Non. C'est peut-être l'inverse qui se produit. Oui. Car ce sont précisément les tâches les plus abrutissantes et les moins qualifiées pour lesquelles il sera toujours plus facile de trouver une main-d'œuvre pas chère et facilement remplaçable. Notamment dans le sud global, comme à Madagascar, qui au fil des années est devenu le paradis de l'IA à la française. Oui. Alors, pas un paradis du fait de ses plages de sable fin, de l'eau cristalline de ses lagons, ou non, la main-d'œuvre pas chère qui donne à manger à des algorithmes en permanence. De ces espèces de plantes et d'animaux uniques au monde, comme les adorables lémuriens. Et bien du fait qu'on peut y payer des milliers de gens 80 € par mois pour passer des journées entières à annoter des images et des vidéos afin d'entraîner nos intelligences artificielles. Bah oui. Oui, en gros, par exemple, il y a une machine de reconnaissance visuelle qui doit apprendre à repérer les sneakers. Et ben, vous êtes à Madagascar, vous allez être payé 80 € par mois pour lui faire analyser des images de chaussures. Et quand elle se trompe, vous lui dites non, regarde, tu as fait telle erreur. Genre, tu lui pointes, je sais pas comment ils font, tu lui pointes et tu dis non, ça c'est tel sneakers et tout. Et la machine se corrige. Croyez pas que l'IA, elle apprend toute seule. Hein. Il y a toute une somme d'ouvriers de l'apprentissage des intelligences artificielles, notamment à Madagascar, quoi, mais un peu partout. C'est de la sous-traitance et ça se fait beaucoup dans le sud. L'UT800, il va pas venir nous tuer, hein. Non, c'est bien pire que ça. Il va être là pour nous faire bosser. Les machines intelligentes ne vont peut-être pas nous remplacer finalement, mais remplacer nos managers, nos collègues, nos conjoints, notre SAV, nos conseillers Pôle emploi. Voilà, et nos journalistes. Nos psys, nos profs et l'aide-soignante de nos grands-parents. Et nos journalistes, moi je pense, il faut dire aussi les journalistes, hein. Parce que ça, vous les connaissez pas forcément parce qu'il y en a pas encore beaucoup chez nous, mais des chaînes YouTube d'automatisation de news où ça a cloné la voix de tel présentateur ou de tel journaliste pour pouvoir balancer des news comme ça à l'appel de manière automatisée, ça existe déjà. Hein. Ça existe déjà et ça fait des vues. Il y a des gens, ils gagnent leur vie juste en automatisant des news de journaux, quoi. À la même enseigne, l'IA, à l'image de ses créateurs, est loin d'être neutre et se fait le miroir des inégalités de notre société en les répliquant et en les renforçant, entraînant une uniformisation des profils. De la même manière, les systèmes d'analyse vocale peinent plus à identifier les voix de personnes ayant un accent ou un phrasé différent de ceux sur lesquels elles ont été entraînées. Oh, la révolution se fera avec des accents à couper le couteau pour pas être reconnu par les IA. C'est ça la vérité. On parle, oui. Il va falloir qu'entre révolutionnaires, on parle comme ça. Ça va mon gars, rendez-vous à Répu à 18h. Ce qui défavorise certaines catégories de travailleurs. Son nom a une consonance arabe et du coup, il l'a bien dit, son nom, son prénom, mais par contre l'outil ne l'a pas entendu. Et c'est pour ça qu'il a noté rouge. L'outil est raciste, évidemment. Les Picards et les Savoyards à la pointe de la Révolution. Et si en plus de ça, ils ont un vélo et ils vont à l'Élysée en vélo, alors là, imaginez une armée de Savoyards, tous accent à couper au couteau en vélo. Vote blanc. Bref, l'IA peut aussi automatiser la discrimination sans même avoir besoin de la conscience d'être raciste, sexiste ou tout autre biais. Elle constitue surtout un moyen de contrôle renforcé pour un travail dégradé, un taylorisme augmenté, comme le conceptualise le sociologue Juan Sebastián Carbonell, pour qui le progrès n'est pas un pur produit de la science et de l'innovation technologique, mais profondément politique. Elle ne fait que fournir un nouvel outil aux possédants pour servir les mêmes objectifs de contrôle, de surveillance et d'exploitation. Finalement, Big Brother ne se sera jamais aussi bien réalisé que derrière les portes des entreprises. Ainsi, le caractère inéluctable de l'avènement de l'IA ne vient pas tant de la marche inexorable du progrès que du narratif et de la volonté de ceux qui nous l'imposent. Bon,
Oui, c'est ça. Oui, on peut s'en passer. Et l'outil est pas si performant que ça actuellement. Mais on nous force à dire, waouh, l'IA va changer le monde et tout. C'est pour ça que c'est une bulle spéculative. Hein. C'est pour ça que c'est de l'argent qui est mis dans des entreprises qui gèrent ça, mais on sait pas du tout pour l'instant si ça va être si rentable que ça, quoi. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Faut tout péter. Faut cramer les serveurs, faut interdire ces saloperies comme on a interdit la... Moi, j'ai la solution. J'en ai parlé tout à l'heure. On met toutes les machines au service du fait de générer du contenu IA brain rot avec des chats qui font miaou 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 et on remplit les serveurs internet, on les fait cracher tellement il y aura d'images de chats et de trucs qui servent à rien et qui vont utiliser toute l'eau des océans et il va y avoir un shutdown complet et là on fait la révolution avec des vélos. Là on prend des vélos, on prend notre meilleur accent québécois savoyard et on va à l'Elysée. La révolution sera brain rot. Vous avez toujours pas compris. T'as oublié le bubble block. C'est quoi ça? C'est du brain rot que je connais pas. Le dernier tiers d'accélérationnisme. Oui. En fait, cet angle, on l'a déjà vu. Il renvoie aux Luddites, ces ouvriers anglais du 19e siècle qui brisaient les machines. C'est même devenu un terme péjoratif pour désigner les gens réfractaires à l'innovation technique. Cependant, certains commencent à retourner le stigmate en parlant de néoludisme. Car si on creuse véritablement C'est quoi ce concept? l'essence de ces mouvements, on se rend compte qu'ils n'avaient pas tant de problèmes avec le progrès qu'avec au contraire les régressions. Déjà à l'époque, perte de leur travail, perte d'autonomie et dégradation de la qualité. Finalement, contrairement à ce que... Oui, en fait, casser la machine, c'est pas seulement en vouloir à la machine. C'est en vouloir à la manière dont la machine est conçue pour diviser le travail. Donc en soi, quand Marx disait « ne cassez pas les machines », peut-être que casser celles qui forcent le travail à être forcément divisé, à produire l'aliénation du travailleur qui l'utilise, c'était peut-être pas si bête que ça. Mais après, en termes de productivité, le bubble block, c'est les costumes de sumo gonflables. Ah oui, j'avais oublié! Je pensais que vous me parliez d'un concept en informatique qui permet de pas surchauffer les serveurs. Ok, non, bien évidemment, il y aura le bubble block, oui. Ça a déjà commencé à Portland, il y a des costumes de grenouilles et tout. Mon appel, vous rendez compte, mon stream influence le monde. Vous avez entendu parler de ça en premier chez Moufette, et à Portland, ils sont déjà en train de commencer la révolution du bubble block, hein, oui. Comment tu fais du vélo en costume gonflable? Bah tu fais pas, c'est deux corps différents. Le bubble block, il permet de contenir la police. Parce que vu qu'il prend plus de place, et que c'est pas possible pour la police... En fait, quand la police charge, elle a beaucoup plus de mal à frapper les gens, et globalement, le bubble block, il peut contenir la police beaucoup plus. Pendant ce temps-là, les vélos peuvent continuer leur route jusqu'à l'Elysée. La police va crever les bubbles, oui, mais imagine, on remplit les bubbles de proutes. Genre, on prend... tous les militants, ils font une AG où ils mangent tous un bon gros cassoulet, des épinards, des choux de Bruxelles, et après, ils gonflent leur costume avec leur prout. Et comme ça, à la police, ils arrivent, hop, une genre de baïonnette, ils percent le bubble, ils s'évanouissent tellement ça pue. Alors que les gauchistes, eux, ils sont habitués à leur propre odeur. Du génie, mais bien sûr que c'est du génie. En réaffirmant par exemple le contrôle des travailleurs sur ces innovations sur lesquelles ils doivent avoir leur mot à dire, des compensations le cas échéant et des régulations au niveau politique. Car le plus grand piège des... Non mais après là ils ont raison, bien évidemment, la seule manière d'échapper à ça c'est d'avoir des politiques qui permettent de contrôler ces effets-là. Malheureusement en Europe, nous n'avons aucune politique pour se protéger de ça. Nous sommes les petites putes des investisseurs américains et c'est tout ce qu'on est. Le discours sur les nouvelles technologies serait de les croire inévitables. Qui vont s'imposer comme ça, d'elles-mêmes, alors qu'on nous les impose. Sans débat public, sans contrôle démocratique, sans le moindre frein à la marche immuable du progrès. Que ça sera soit une dystopie cyberpunk nulle à chier, soit la bougie, qui a pas d'alternative. Or, comme le rappelle François Jarige, les changements techniques ne sont pas une unique ligne droite, mais ont toujours été des choix de société. Des choix que certains seraient bien heureux de faire à notre place. Merci à vous de nous avoir accompagnés pour notre rentrée sur Blast. On tient à remercier tout particulièrement Clem. Bah écoutez, il y a des gens, ils m'ont dit « Ah, l'épisode il est nul, tu vas voir, blablabla ». C'est un des épisodes où j'ai eu le plus de trucs à dire. Je suis très heureuse. C'est vraiment un bon épisode. Mais j'ai plus l'impression que c'est parce que j'ai fait un bon réact que l'épisode en lui-même, mais...